je savais pas encore où j'allais, sachant que j'avais pas de logement. Oui, très important. Je suis arrivé en France, je n'avais pas de logement. Ça veut dire que je, je suis arrivé dans le pays de la personne, j'étais SDF. Et parce qu'en fait, en Martinique, les produits de marque, c'est vraiment tellement cher que quand je suis arrivé ici et que les produits coûtent 3, 4 fois moins cher, pour moi, c'est comme si je fais une bonne affaire. C'est comme si, genre, ce sont les soldes. Alors que c'est le prix correct du produit. Alors, je rappelle rapidement le concept du podcast. C'est une petite conversation tranquille, sans tabou, posée. On va discuter de sujets d'actualité, de sujets parfois tabous ou de sujets que je n'aborde pas sur ma chaîne de façon générale. Et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, le thème, c'est quitter les Antilles pour vivre en France. Donc, déjà les gars, vous devez sûrement le voir sur mon visage, il y a quelque chose qui a changé. Je n'ai plus ma barbe, ce n'est pas volontaire. Donc là, je déteste actuellement l'apparence physique de mon visage. Je ressemble à Rufus dans Kim Possible. Et en plus, je suis en pyjama parce que j'étais censé faire le podcast ce soir. Après, je me suis déchauffé, je me suis dit, vas-y, j'ai la flemme. Et au moment d'aller me coucher, je me suis dit, non, tu sais quoi, vas-y, fais-le. Et du coup, j'étais déjà en pyjama, je me suis dit, tu sais quoi, c'est un podcast tranquille avec tes abonnés, avec des gens qui sont peut-être pas tes abonnés. Vas-y, t'as pas de barbe, t'as pas de contour, t'es en pyjama, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près, donc installez-vous. Je ne sais pas comment vous consommez vos podcasts. Moi, j'aime beaucoup écouter les podcasts pendant que je conduis, au moment où je vais dormir, quand j'éteins les lumières, pendant que je cuisine, pendant que je fais le ménage. Donc, posez-moi n'importe où vous voulez et puis on va parler pendant un petit moment. Alors, dans ce podcast, on va aborder plusieurs choses. Tout d'abord, je vais parler un peu de ma vie aux Antilles avant de venir en France, de mes premiers pas en France, des différences les plus fortes que j'ai pu constater entre la France et les Antilles, mon rapport avec les Antilles après m'être installé en France, et ensuite je voulais terminer par des petits conseils que j'ai pour les étudiants qui sont aux Antilles et qui voudraient venir en France pour les études. Restez là jusqu'à la fin, j'ai des conseils pour vous. Aussi, avant de commencer, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment faire la remarque en commentaire, quand je dis les Antilles, avant que vous commenciez à dire oui, mais les Antilles, c'est la France. Quand je parle des Antilles, je parle de la zone des Antilles françaises, donc Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, etc. Et quand je parle de la France, je parle de la France hexagonale. Et bien sûr, c'est une vidéo où je vais parler des Antilles et de la France parce que moi, je suis antillais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes venant des Outre-mer, de la Réunion, de Tahiti, etc., Mayotte, qui vont se reconnaître dans cette vidéo. Alors tout d'abord, comme je vous ai dit, je vais parler de mon rapport avec les Antilles avant d'être arrivé en France. Donc moi, j'ai grandi en Martinique jusqu'à mes 20 ans. J'ai toujours vécu en Martinique. J'ai voyagé un peu dans la Caraïbe et un peu aux États-Unis, mais je n'étais jamais venu en France avant de m'y installer. Enfin, j'étais venu une fois, mais j'étais pas vraiment venu. C'était pour aller en Angleterre. Et du coup, j'avais transité par l'aéroport d'Orly, mais j'étais pas sorti de l'aéroport. Donc, je connaissais rien de la France à part l'aéroport d'Orly. J'ai grandi en Martinique, j'ai toujours vécu en Martinique et la vie en Martinique, elle était bien, mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Je me disais toujours, il manque quelque chose et je suis sûr que si je vais en France, je vais trouver ce truc. Parce que quand on est antillais et qu'on est plus jeune, il y a beaucoup ce truc de la France, ça va être l'Eldorado. La France, c'est l'étape obligatoire où tu es censé passer pour progresser dans ta vie personnelle, dans ta vie scolaire, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale. Genre, si tu restes en Martinique, il va te manquer quelque chose. Et du coup, j'avais toujours cette vision où il fallait que je vienne en France pour construire quelque chose. Et donc, dès petit, moi, je voulais aller en France. Je me souviens quand j'étais au collège,
J'avais dit à ma maman que je voulais terminer le collège en Martinique et faire mon lycée en France. J'avais dit à ma maman, j'irai avec ma tati qui habite en France, je vais faire mon lycée en France, je fais le collège en Martinique et après j'ai terminé avec la Martinique, je veux aller en France. Bien évidemment, ma maman m'a dit, c'est hors de question. Parce que frère, quand tu rentres au lycée, t'as quoi? T'as 16 ans, j'avais jamais vécu tout seul ou avec d'autres personnes que mes parents. Donc, ils n'allaient pas me laisser aller tout seul à 16 ans. Comme ça, faire mon lycée en France sur un coup de tête. Donc, j'ai fait mon lycée en Martinique. Mais j'étais tellement concentré sur le fait que je voulais partir que je voyais plus les inconvénients que les côtés positifs. Et du coup, dans les inconvénients, aux Antilles, souvent, si tu n'as pas de voiture, tu peux rien faire. Tu as toujours besoin que quelqu'un te donne un stop, que quelqu'un t'accompagne. Les transports, à partir d'une certaine heure, c'est très compliqué. En fonction de où tu habites, c'est très compliqué. C'est pas souvent fiable au niveau des horaires. Et du coup, ça, c'était un truc qui était très pénible parce qu'en fait, tu deviens vite dépendant. Si t'as pas le permis et t'as pas de voiture, aux Antilles, tu es dépendant de tout le monde. Et moi, j'avais pas le temps d'être dépendant. Moi, je voulais être indépendant. Moi, j'étais prêt à déployer mes ailes. Pareil, il y avait aussi ce côté de... aux Antilles, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'activité. Quand tu regardais les films qui passent à la télé, tu vois, il y a des bowling, il y a le mini-golf. Ils vont dans des grands cinémas, des grands centres commerciaux, les trucs comme Val d'Europe, les grands parcs d'attractions, les grands complexes où tu as des cinémas, des bowling, etc. Plein d'activités. Et aux Antilles, on n'a pas forcément ça. Et moi, je me disais, purée, je rate quelque chose. Il faut vraiment que j'aille en France pour vivre tout ça. Encore une fois, la France, c'était l'Eldorado. Donc, je termine mon lycée en Martinique. Et vers la fin du lycée, avant de passer le bac, on a un truc, à l'époque, ça s'appelait APB. Maintenant, il me semble que c'est pour choisir son cursus après le bac. J'ai oublié, mais c'est un nouveau nom. Bref, à mon époque, c'était APB. Et en fait, tu allais sur le site et tu mettais tous les cursus que tu voulais suivre et il fallait les classer par ordre de préférence. Ça veut dire que plus il était en haut de la liste, plus c'était celui que tu voulais. Et donc, si ta candidature n'avait pas été acceptée pour le premier de la liste, tu passais sur le deuxième. Si ta candidature n'avait pas été acceptée pour le deuxième de la liste, tu passais sur le troisième. Si ta candidature n'était pas acceptée sur le troisième, tu passais sur le quatrième, etc., etc., etc. Moi, j'avais fait 11 vœux sur ma liste. Les 10 premiers vœux, c'était des cursus en France. Mes 10 premiers vœux, c'était des cursus en France. Et mon dernier vœu, je me suis dit, Willem, on ne sait jamais, mais un truc en Martinique que tu es sûr d'avoir pour que si jamais on ne t'accepte pas dans les trucs en France, que tu aies une bouée de sauvetage à laquelle te raccrocher pour ne pas être sans rien après le bac. 10 premiers vœux, c'était en France. Et le tout dernier, j'avais mis un truc en Martinique. Le jour des résultats de APB, je vais voir mes résultats. Premier vœu, refusé. Deuxième vœu, refusé. Troisième vœu, refusé. Quatrième vœu, refusé. Mes 10 premiers vœux ont été refusés. C'était même pas des vœux dans les mêmes établissements. C'était des vœux un peu n'importe où dans la France. Moi, je ne regardais même pas où c'était. Je voulais juste la France. Je voulais juste la France parce que tout le monde va en France. Donc, moi, je vais aller en France aussi. La France, c'est là où les choses vont se passer. Donc, moi, je vais aller en France. Et tous mes vœux en France ont été refusés. Le seul vœu qui a été accepté, c'est le vœu en Martinique. Me voilà donc, après le bac, alors que la majorité de mes amis partent en France, me voilà coincé sur cette île, sur ce territoire que j'ai besoin de quitter comme jamais. Eh bien, figurez-vous que du coup, j'ai fait 2 ans de plus en Martinique. Donc, pendant que la majorité de mes amis, ils faisaient un cursus en France, moi, j'étais en Martinique jusqu'à mes 20 ans. Et je reviendrai sur ça, sur un autre podcast qui sera dédié aux études, parce que là encore, j'ai des choses à dire. Mais au final, ça a été mes 2 années préférées dans tout mon parcours scolaire. Mais je reviendrai sur ça dans le podcast qui sera dédié à mon parcours scolaire. Et donc, à la fin de mon cursus en Martinique, j'avais fait un BTS. Donc, à la fin du BTS, ma copine, qui du coup était en Martinique aussi, part en France. C'est sûr, elle part en France. La majorité de mes amis sont déjà en France et certains des amis que je me suis fait du coup pendant mon BTS en Martinique partent aussi en France pour poursuivre leurs études. Donc je me suis dit c'est hors de question que je reste en Martinique. Là je connais pas les affaires des gens, je pars. Même si c'est pour faire la formation la plus éclatée qu'il existe, je pars, je quitte la Martinique, je vais en France.
80% de mon cercle social va se retrouver en France, il faut que j'aille aussi en France. Et j'arrive en France donc pour la première fois de ma vie, c'est-à-dire que je vois vraiment le pays pour la première fois de ma vie. Et c'est également cette fois-là où je dois m'installer. Donc je dois m'installer en France. Il faut savoir que la majorité des étudiants antillais qui quittent les Antilles pour s'installer en France, soit ils sont accompagnés d'un parent ou des parents qui les accompagnent pour les installer, pour leur donner un petit ballon au début. Ou alors, il y a quelqu'un de la famille qui vit déjà en France, qui vient pour leur montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Et moi, j'étais en mode non. Moi, j'étais en mode non. J'ai besoin de personne. Maman, papa, vous pouvez rester là. Ne gaspillez pas votre argent à acheter des billets pour venir m'installer. Vous n'avez pas besoin de ça. Je vais m'installer tout seul. J'ai besoin de personne. Je suis un gars indépendant. Je n'ai pas besoin. J'ai même pas besoin que les tatis qui habitent ici viennent m'aider. Je veux pas leur faire perdre leur temps, etc. Elles ont déjà leur vie. Elles sont occupées. Ne vous occupez pas de moi. Je sais, je vais gérer. Je suis tout. J'ai pas besoin de tout ça. Faites-moi confiance. Je vais gérer. Et donc, j'atterris à Nancy. Voilà, dans toute ma gérance, mon autogérance et mon autosuffisance, j'ai atterri à Nancy. Comment est-ce que j'ai atterri à Nancy? J'ai atterri à Nancy complètement par hasard. En fait, quand je suis venu en France, il y a plusieurs formations qui m'avaient accepté. Mais en fait, quand je suis arrivé en France, au début, j'étais dans un hôtel sur Paris et je ne savais pas encore où j'allais, sachant que j'avais pas de logement. Oui, très important. Je suis arrivé en France, je n'avais pas de logement. Ça veut dire que je suis arrivé dans le pays de la personne, j'étais SDF. Donc, je suis arrivé en France, je n'avais pas de logement et je ne savais pas où j'allais. Voilà, je faisais quelques jours au début sur Paris et ensuite, il fallait que je me dirige vers une ville puisqu'on m'avait accepté dans plusieurs universités. Il fallait faire un choix. Et du coup, j'ai commencé à faire des demandes de logement et je me suis dit, la première ville où on me donne un logement, j'y vais. Je ne me pose même pas de questions, j'y vais. Et la plupart des Antillais, quand ils partent en France, il y a des villes comme ça qui sont déjà prédisposées à accueillir le peuple antillais. Donc, principalement, déjà Paris. Voilà, Paris et les villes d'Île-de-France où il y a une grosse communauté d'Antillais. Et puis ensuite, dans le sud, on va retrouver des villes comme Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Voilà, là où il fait chaud. Voilà, c'est là où on retrouve les Antillais. Et puis déjà, dans ces villes-là, il y a des gros noyaux avec des associations en milieu associatif. Tu retrouves quand même le milieu antillais. Et donc, comme je vous expliquais, moi, j'avais plusieurs villes où j'avais candidaté. Et la première ville où on m'acceptait, où je trouvais un logement, j'allais. J'allais pas me poser de questions, j'allais. Du coup, j'avais candidaté, il me semble, au Havre, à Lille, à Nancy et à Toulon, ou une ville dans le sud, j'ai oublié. Et le premier endroit où j'ai trouvé un logement, ça a été Nancy. Donc, une fois qu'on m'a dit que j'ai le logement à Nancy, je n'ai même pas cherché à savoir c'était où sur la carte de France. Je n'ai même pas cherché à savoir à combien d'heures de Paris, etc. Je me suis dit, OK, j'ai répondu au mail, j'ai envoyé tous les papiers, j'ai dit, OK, bloquez le logement, j'arrive. J'ai pris mon billet de train. Non, d'abord, j'ai cherché un billet d'avion. Parce que comme j'étais un gars frileux, j'étais en mode, vas-y, je vais aller en avion. Je vais aller en avion à Nancy. Ça n'existe pas. Les vols Paris-Nancy, ça n'existe pas. Nancy, c'est à 1h30 en train de Paris. Il n'y a pas d'avion pour aller là où il aime. Donc, tu vas te calmer déjà petit 1 et tu vas prendre ton billet SNCF comme tout le monde. Donc, j'ai pris mon billet de train. Je n'avais jamais pris le train. Voilà. Donc, j'ai pris mon billet de train. Et là, comme je suis tout seul, puisqu'il n'y a personne, puisque je voulais tout faire tout seul, il n'y a personne qui m'accompagne, etc. Là, je commence à paniquer un petit peu. Là, je suis en mode, OK, je n'ai jamais pris le train. Comment on prend le train? Et maintenant que je le dis, je peux paraître couillon et tout, parce que prendre le train, c'est super simple, mais je n'avais jamais pris le train en France. Je n'étais jamais venu en France. Donc, la veille du jour où je devais prendre le train, j'étais sur Google. Je tapais comment prendre le train. Je ne savais pas s'il fallait... Vous savez, quand on va prendre l'avion, il faut aller au guichet pour s'enregistrer, déposer sa valise. Je ne savais pas s'il fallait faire ça pour le train, s'il fallait aller enregistrer sa valise et tout. Donc, je cherche sur Google. J'étais là dans la chambre d'hôtel en mode, qui m'a envoyé? Mais qui m'a envoyé? Combien de temps avant le départ il faut arriver à la gare? Est-ce qu'il y a des soutes
pour mettre les valises? Est-ce que les valises sont dans un autre wagon? J'envoie des audios à mes amis qui sont déjà en France. Je leur dis, les gars, comment je fais pour ma valise et tout? Ils me disent, mais non, t'inquiète pas, ta valise, tu la mets dans la voiture avec toi. Des fois, il y a de la place en haut. Ou alors, juste avant les portes, tu mets ta valise. Ah, j'ai dit, ah, ça peut venir avec moi et tout. Il n'y a pas de soute et tout. Ils m'ont dit, William, il n'y a pas de soute dans les trains. Du coup, le jour du départ où le train partait, dites-vous que je suis arrivé 2 heures avant le départ du train. Donc, s'il y a quelqu'un qui regarde ça ou qui écoute ce podcast qui n'a jamais pris le train, tu n'as pas besoin de venir 2 heures avant le départ de ton train. Donc, je suis arrivé à Gare de l'Est et plus j'attends que mon train s'affiche, mon train ne s'affiche pas. Forcément, puisque je suis arrivé trop tôt. Et 20 minutes avant le départ du train, c'est à ce moment-là qu'ils ont affiché mon train. Donc maintenant, voilà, vous savez qu'un train s'affiche 20 minutes avant le départ. Donc ce n'est pas la peine d'arriver 2 heures avant, Willem. Je suis monté dans le train et environ 1h30 après notre départ de Paris, j'arrive dans cette ville. Je vais jamais oublier mon arrivée à Nancy. J'arrive dans cette ville, j'arrive à Nancy, le train s'arrête. Je sors de la gare, j'avais 2 valises, plus encore 2 sacs, parce que du coup, tout ce que j'avais pour venir en France, je l'avais avec moi. Donc, j'arrive avec mes 2 valises à Nancy, je sors de la gare. Pour ceux qui connaissent un peu Nancy, du coup, j'étais sorti et juste à droite, il y avait le tram qui arrivait. Et je regarde la ville et je me dis, ok. Je me dis, ok, je vais habiter ici pendant au moins 1 an. Parce que souvenez-vous qu'il y a genre 2 jours, je ne savais pas que j'allais habiter dans cette ville. Je ne savais même pas que cette ville existait vraiment. C'était juste un nom que j'avais mis comme ça dans les trucs pour les licences. Tellement je voulais venir en France, j'avais mis toutes les villes, j'avais mis n'importe quelle ville parce que je voulais à tout prix venir en France. Et maintenant, je suis dans la réalité. Ça veut dire que mes actions ont eu des répercussions. Je suis en train de vivre les conséquences de mes actions. Je suis arrivé dans cette ville et maintenant, il va falloir y vivre. Donc, me voilà à Nancy. Une ville de Lorraine qui se situe dans le Grand Est. C'est quoi comme département? C'est 54, hein? Je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est... Ouais, parce que 57, c'est Metz. Et du coup, 54, c'est Nancy. Alors, pour décrire Nancy, je dirais que ce n'est pas une grande ville. Mais c'est une ville étudiante. Donc, avec beaucoup d'étudiants. C'est une ville quand même dynamique, mais à taille humaine. Donc, c'est une ville à taille humaine. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas Il y a un tram. Alors, un tram très lent. Le tram, il ne faut pas être pressé avec ce tram. Il faut aimer prendre le temps de vivre, mais au moins, il y a un tram à Nancy. Il y a un bon réseau de bus. Là où j'habitais, c'était quand même bien desservi. J'avais plusieurs lignes de bus qui passaient. J'avais un arrêt du tram qui n'était pas trop loin de chez moi. En bas de chez moi, il y avait un Leclerc. Il y avait toutes les stations de... Vous savez, comme les Vélib. J'ai oublié comment ça s'appelle à Nancy. Je crois que c'est Vélostan. Où tu as tous les vélos en libre service. Donc, en fait, j'avais tous les outils pour être indépendant rapidement. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas avoir en Martinique. Tu vois? Et là, mon premier jour à Nancy, je comprends tout de suite que je vais pouvoir être indépendant rapidement et que je n'aurai pas besoin de dépendre sur les gens. Tu vois, ce que tu as besoin de le faire, tu peux le faire tout seul. Ce qui nous amène donc à parler des chocs que j'ai eus, des différences que j'ai remarquées entre la France et les Antilles. Alors déjà, la première chose, je pense, qui m'a frappé, je pense que la plupart des gens diraient que c'est le climat ou des choses comme ça, mais moi, la première chose qui m'a frappé, c'est le côté individualiste. Le côté individualiste de la société, alors ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés, mais ça m'a vraiment frappé. En fait, c'est dans le sens où chaque personne vit sa vie. Vraiment, chaque personne vit sa vie dans le sens où, en fait, on est tous, genre, un humain individuel. Par moment, peut-être qu'on va se retrouver au même endroit, genre dans un abribus, dans un bus, dans une gare, etc. Mais on reste chacun individuel. Ça veut dire que chaque personne vit sa vie. Et par moment, en fait, j'avais l'impression que j'aurais pu crever à côté de quelqu'un, que la personne n'aurait pas bougé. D'ailleurs, je me souviens aussi, quand je venais d'arriver, quand j'arrive, par exemple, dans un abribus,
Et je voyais des gens, ben, je disais bonjour. Et les gens me répondaient jamais. Je me disais, mais pourquoi les gens me répondent pas? Je comprends pas, frère. J'arrive, je te dis bonjour, tu réponds bonjour. Parce qu'aux Antilles, tu vas marcher dans la rue, tu n'as même pas besoin d'être dans un abribus. Tu vas marcher dans la rue, tu vas croiser le regard de quelqu'un ou quoi, tu vas soit faire ça ou tu vas dire bonjour à la personne va te répondre bonjour. En France, non. En France, dans l'abribus, les gens, tu peux dire bonjour comme tu veux, ils te calculent pas, ils ont pas le temps parce que les gens, ils sont dans leur truc. C'est la première chose qui m'a frappé, c'est vraiment ce côté individualiste, ce côté chacun pour soi. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est le climat. Et je ne sais pas si c'est le bon mot. En fait, c'est plus la saisonnalité. Parce que je savais, je ne suis pas débile, c'est la première fois que je venais en France, mais je savais qu'il allait faire plus froid. Je savais qu'il y avait l'automne, l'hiver, le printemps, etc. Donc, tout ça, je m'étais déjà préparé. Mais je m'étais moins préparé sur le côté saisonnalité dans le sens où l'hiver, tu es là tranquillement en train de vivre ta vie. Déjà, tu es en train d'essayer de survivre au froid. Et à partir de 15h30, le soleil te dit bye bye. À 15h30, il commence à faire sombre. À 15h30, à 16h10, c'est la nuit. À 16h10, c'est fini. À 16h10, les dorlistes sont de sortie. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps déjà à l'assimiler et à l'accepter. Parce qu'à la rigueur, s'il faisait nuit à 16h30, mais que le soleil se levait à 4h du matin, j'aurais dit OK. Il y a une espèce d'équilibre. Mais là, le soleil se lève à 9h en hiver. Quand c'est l'hiver, le soleil se lève à 9h. Et à 16h30, il est déjà en mode bye. Et je sais que ça a joué beaucoup sur ma prise de décision. Je n'oublierai jamais le nombre de fois où j'avais cours en amphithéâtre à 8h du matin. Et moi, il faut savoir que je suis un gars, je ne peux pas me réveiller genre à 7h ou à 7h30, me préparer et partir pour aller en cours. Je ne peux pas. J'arrive pas, je ne peux pas. Il faut que je sois bien réveillé. Il faut à tout prix que je sois réveillé 2 heures avant l'heure à laquelle je dois partir de chez moi. Donc moi, je me réveillais à 6h du matin. Voilà, parce qu'il faut que je prenne un peu de temps pour que mon corps assimile qu'il est en train de se réveiller. Les gens qui arrivent à se réveiller flap, big up sur vous. Moi, je ne peux pas. Moi, il faut que mon corps prenne un peu de temps pour se réveiller. Et une fois que mon corps s'est réveillé, en général, il est à peu près 6h30. Et à chaque fois, en hiver, qu'il était 6h30, dans ma chambre, j'avais une fenêtre avec des rideaux devant. Quand je tirais les rideaux à 6h30 et que je vois la nuit, t'as l'impression qu'il est 2h du matin. C'est la nuit profonde, c'est la nuit noire, c'est la nuit cacao 99%. À 6h30 du matin, c'est même pas, vous savez, quand il fait sombre, mais tu sens que le jour veut percer un petit peu. Non, le jour ne veut pas percer à 6h30. Le jour n'existe pas à 6h30. Alors qu'en Martinique, aux Antilles, à 6h30, tu entends déjà les coqs chanter. Tu sens que la journée commence. Tu sens que le soleil a envie de se lever. Tu sens que la vie a envie de reprendre. À 6h30 en France, la vie ne veut pas. La vie veut dormir comme nous tous. À 6h30, la vie n'existe pas en hiver. À 6h30, c'est la nuit. Et moi, j'étais en mode, quoi? Personne m'a dit ça. Pourquoi on m'a pas dit ça? Ça, il fallait le dire dans les conditions générales d'utilisation. Il fallait le dire, quand tu achètes ton billet pour aller en France, ils devraient le dire ça. Ils devraient le dire qu'à 6h30, il n'y a pas de soleil. Ils ne le disent pas ça. Moi, je ne savais pas. La troisième chose qui a été un choc pour moi, mais cette fois-ci, du coup, c'était un choc positif, c'est le prix de la vie, le coût de la vie et surtout, quand on est étudiant, notre poste de dépense principal, c'est la nourriture, le prix des courses. Alors, quand on vit aux Antilles, on sait que la nourriture, c'est cher. On sait que faire ses courses, ça coûte cher. Mais on le sait parce que on nous le répète tout le temps. Tu vois, on le sait parce que c'est genre une vérité générale. Tu as de la famille, par exemple, qui vient de la France, justement, qui vient en vacances aux Antilles. Ils disent tout le temps, ah ouais, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Et du coup, toi, tu sais que c'est cher parce qu'on te le dit souvent. Tant que tu n'as pas vraiment, en fait, de point de comparaison, tu sais que c'est cher. Tu te dis que c'est cher, mais t'as pas de référence. Du coup, ok, c'est cher, mais c'est cher à quel point? Est-ce que c'est vraiment cher finalement? Et quand
je suis arrivé en France. Comme je vous disais, en bas de chez moi, il y avait un Leclerc. Donc, dans mon appartement, il fallait que j'achète plein de choses. Des serpillères, il fallait que je remplisse le frigo, des petits accessoires, genre un petit séchoir, un balai, enfin les choses quand tu t'installes dans un premier appartement. Et donc, j'avais acheté tout ça au Leclerc. Et je me souviens, c'est la première fois que je faisais les courses en France. Et donc, j'avais acheté mon petit caddie comme les petites mamies. D'ailleurs, on aime trop se moquer des gens. Les petits caddies comme ça, ils sont géniaux. Le gars qui a inventé ça ou la dame qui a inventé ça, bravo pour cette invention. Maintenant, j'ai une voiture, donc je l'utilise plus trop. Mais quand j'avais pas de voiture et que j'allais faire mes courses en bus, en tram, etc., vive les petits caddies à roulettes. Voilà, n'ayez pas honte de vos petits caddies à roulettes. Les étudiants, je sais que vous avez... N'ayez pas honte de vos petits caddies à roulettes. Vive les petits caddies à roulettes. Donc, j'avais mon petit caddie à roulettes. Et j'étais au Leclerc qui était en bas de chez moi. Et devant chaque produit devant lequel je m'arrêtais, j'étais estomaqué. J'étais estomaqué du prix des trucs. Et je regardais les gens à côté de moi. J'étais en mode, mais les gens font comme si c'est normal. Alors que pour moi, ces prix n'étaient tellement pas normaux. Tellement j'étais habitué au prix aux Antilles et au fait que les prix aux Antilles soient gonflés. Je savais que c'était cher aux Antilles, mais c'était devenu ma norme parce que c'était la seule chose que je connaissais, c'était les seuls prix que je connaissais. Donc quand tu es aux Antilles et que tu vois qu'un pack de yaourts de marque, je vais parler des marques, on va parler par exemple les yaourts velouté fruits, velouté mix, les yaourts de Danone là. Quand tu prenais un pack de 16 yaourts comme ça aux Antilles, c'était 5 euros, 6 euros. Je pense que je n'imagine que ça n'a pas baissé. C'est toujours 5 euros, 6 euros un pack de yaourt. Et quand j'arrive dans le Leclerc et que je vois que tu as des packs de yaourt comme ça, les paniers de Yoplait, les petits pots de crème de la laitière, que tu as des trucs comme ça en dessous de 2 euros, j'étais en mode, j'ai frotté mes yeux. J'étais en mode, que vois-je? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est cette vie? Je savais que j'étais venu en France pour vivre un Eldorado, mais est-ce mon Eldorado? Est-ce que mon Eldorado se situe à l'intérieur de Leclerc? Et pour la première fois de ma vie, je faisais des courses où genre dans mon sac, il n'y avait que des marques. Il n'y avait que des marques. Et je crois que j'avais fait mes stories Instagram, parce que j'aime bien faire des stories Instagram quand je cuisine. Et du coup, dans ma story, Linda, si tu passes par là, dans ma story, je faisais des pâtes. Et du coup, j'avais acheté des pâtes Barilla, de la marque Barilla ou Barilla, je ne sais pas comment on prononce. Elle me disait, ah ouais, toi, t'achètes des pâtes de riche. J'étais en mode, comment ça, des pâtes de riche? Genre, j'ai dû acheter le paquet de pâtes Barilla, 1 € et quelques. Et parce qu'en fait, en Martinique, les produits de marque, c'est vraiment tellement cher que quand je suis arrivé ici et que les produits coûtent 3, 4 fois moins cher, pour moi, c'est comme si je fais une bonne affaire. C'est comme si, genre, ce sont les soldes. Alors que c'est le prix correct du produit. Et du coup, pour les autres qui, eux, sont habitués à ces prix-là, quand moi, j'achète du Barilla ou des yaourts la laitière, j'achète des produits de riches. Alors que le prix où je les achète, pour moi, c'est une bonne affaire parce que c'est moins cher que les produits entrée de gamme qu'on a aux Antilles. Quand tu vas aux Antilles et que tu vas à Leader Price ou Ecomax, tu vas trouver des produits qui seront plus chers que les marques en France. Les bouteilles d'eau, ça aussi c'est un truc qui m'a marqué. Bon, maintenant j'achète plus de bouteilles d'eau, je bois de l'eau du robinet parce que j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, William, pourquoi tu achètes des bouteilles d'eau? Tu gaspilles du plastique alors qu'il y a de l'eau qui coule de ton robinet. Bois l'eau du robinet. Donc maintenant je bois l'eau du robinet. Mais quand je venais d'arriver en France, j'achetais de l'eau en bouteille et un pack de 6 bouteilles d'eau. Les grosses bouteilles d'eau de 1,5 litre, un pack de 6 bouteilles d'eau, 1 €. 1 €, 1 €, un pack de 6 bouteilles d'eau. En Martinique, pour acheter un pack de bouteilles d'eau, il faut faire un prêt à la banque. Un pack de bouteilles d'eau, ça coûte 8 €. Un pack de bouteilles d'eau, ça coûte 6 €. Quand c'est en promotion, ça peut coûter 3 €, 4 €. De l'eau, qui coûte de l'eau. Non. Et depuis ce jour-là, dès que je rentre en Martinique et que je vais dans le supermarché, je suis exactement comme
tous les membres de ma famille qui habitent en France, qui venaient aux Antilles, qui disaient ça coûte cher, qui babillaient dans le supermarché. Quand j'étais petit, j'étais en mode, mais pourquoi ils babillent comme ça? C'est le prix des trucs. Eh bien maintenant, quand je rentre dans les supermarchés aux Antilles, je babille aussi. Je suis en mode, mais quel est le problème des gens? Ce n'est pas normal. Et puis autre chose aussi qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est le rapport au sucre. Le rapport au sucre aux Antilles, on mange vraiment trop sucré. On mange vraiment trop sucré. Et en fait, encore une fois, c'est quand je suis arrivé en France et que les yaourts, par exemple, on va prendre un yaourt Yoplait, qui est une des marques les plus répandues en France et dans les territoires des Outre-mer. Tu vas prendre un yaourt Yoplait en France, tu vas le manger. Le yaourt de la même marque, le même yaourt Yoplait, sous le même nom, ça veut dire le même modèle de yaourt, tu vas le prendre aux Antilles, le yaourt sera plus sucré. Le yaourt, en fait, tous les produits qui sont commercialisés aux Antilles sont plus sucrés. De base, les recettes sont plus sucrées aux Antilles. Ça, en fait, je ne le comprenais pas parce que je me disais, mais attends, mais c'est le même yaourt, c'est le même dessin qu'il y a sur le pot, c'est la même marque. Pourquoi ça n'a pas le même goût? Et en fait, c'est après que j'ai compris toute cette histoire qu'en fait, le yaourt Yoplait qu'ils font en France, c'est pas le même qu'on fait aux Antilles. Aux Antilles, tu auras une entreprise qui va racheter la licence, par exemple, pour pouvoir commercialiser certains produits, le coca, les sodas, Yoplait, etc. Et dans leurs recettes, ils mettent plus de sucre. Une fois que je suis arrivé en France, en fait, j'ai eu cet élément de référence, de comparaison, où je me suis dit que, ok, et ça a changé en fait mon rapport et ma vision sur certaines choses aux Antilles. Par exemple, pour l'alimentation, quand je suis retourné en Martinique pour la première fois et que j'ai mangé un yaourt, moi j'aime trop les yaourts Cito. Ouh là là, Cito, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent chez Cito. Si vous voulez qu'on fasse une collab ou quelque chose ensemble, je ne sais pas les gars, je suis votre gars. Je suis votre gars, les yaourts Cito, fabriqués, je crois, pas loin de Balata, à Fort-de-France. Ou vous savez, c'est les petits yaourts dans les pots en plastique, c'est le couvercle est rond, yaourt citron, cacahuètes, poire, ananas. Ouh, les yaourts Cito, mais qu'est-ce que c'est sucré. Je me souviens quand je suis rentré en Martinique et que j'ai remangé un yaourt Cito, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est du sucre solide. C'est du sucre solidifié. Les yaourts menlités. Qu'est-ce que c'est que ça? Les yop. Les yop. Les yop. Déjà, on n'a pas les mêmes yop aux Antilles qu'en France. Et vous savez, c'est quoi le pire? Le pire, c'est que je préfère ceux qu'on a aux Antilles parce qu'ils sont plus sucrés. Il est là le problème. Ils nous ont drogués avec le sucre. Et maintenant, quand je mange le yaourt Cito, je ferme mes yeux et je savoure parce que c'est bon. Mais qu'est-ce qui est bon? Le diabète qu'il y a dans le yaourt. Mais c'est ça qui est bon. Le diabète qu'il y a dans le yaourt qui est bon. Qu'est-ce que je savoure quand je mange le yaourt? Le diabète qu'il y a dedans. Dans le yop. Dans le yop. Tous les parfums de yop qu'il y a aux Antilles. Ici en France, tu vas venir pour prendre un yop. Il y aura un yop framboise, vanille, fraise. Aux Antilles, tu peux faire un alphabet avec toutes les saveurs de yop qu'il y a. Les boissons gazeuses aux Antilles, les boissons gazeuses en France. Est-ce que vous avez déjà bu du Fanta en Martinique et du Fanta en France? Est-ce que vous avez déjà bu du Fanta en Martinique et du Fanta en France? Quand tu bois le Fanta en Martinique et après tu bois le Fanta en France, tu as l'impression que le Fanta en France, c'est du Fanta de Martinique qu'ils ont lavé avec de l'eau. Tellement le Fanta de Martinique est sucré. Je me souviens quand j'étais rentré en Martinique avec des potes, on était allé au McDo. Et dans mon menu en boisson, j'avais pris un Fanta. Quand j'ai apposé ma bouche sur la paille pour boire le Fanta, quand le Fanta a pénétré l'intérieur de ma bouche et que j'ai commencé à apprendre les saveurs, j'ai ouvert grand mes yeux tellement le sucre diabétique présent dans cette boisson a éveillé tout mon intérieur et tous mes sens. Nous avons un problème avec le sucre. Alors à tous les industriels qui regardent cette vidéo, qui vont tomber dessus, prière, cessons. On a un problème avec le sucre et le pire, c'est que c'est une drogue, le sucre.
C'est une drogue parce que c'est bon, en fait. C'est bon. Tu vois, c'est pas comme la cigarette, c'est mauvais pour la santé. En fait, je sais pas, j'ai jamais fumé, donc je pourrais pas vous dire, mais ça sent pas bon une cigarette. Quand j'ai jamais vu quelqu'un qui fume une cigarette et qui est content. J'ai jamais vu quelqu'un qui fume une cigarette et qui est en mode waouh, ça me fait du bien et tout. Les gens qui fument des cigarettes, j'ai toujours l'impression que c'est genre pour assouvir une pulsion ou parce qu'ils sont stressés, etc. J'ai l'impression que c'est jamais vraiment un moment de plaisir. Alors que le sucre, c'est vraiment une drogue qui est terrible parce que c'est bon. C'est bon. Et ils ont compris ça. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Et à chaque fois que je retourne aux Antilles et que je mange des trucs, les premiers jours, quand j'arrive aux Antilles, que je goûte, je me dis, mais c'est vraiment trop sucré. Les trucs sont vraiment trop sucrés. Et le pire, c'est qu'au bout de quelques jours, à consommer les trucs sucrés, ton palais s'est réhabitué. Et du coup, tu t'es réhabitué à manger ces trucs qui sont trop sucrés et c'est redevenu ta norme. Et du coup, après, quand je retourne en France et que je remange les yaourts des mêmes marques, je me dis, ah ouais, mais du coup, ça manque de sucre. Je n'oublierai jamais, quand je venais d'arriver en France, j'avais acheté chez Leclerc, c'était des yaourts nature sucrés. C'est des yaourts nature sucrés. Si vous avez déjà goûté les yaourts nature sucrés en Martinique, c'est pas un yaourt nature sucré. Ils peuvent enlever le mot nature sur le yaourt. Il n'y a rien de nature dans ce yaourt. C'est un yaourt aromatisé au sucre de canne. C'est un yaourt aromatisé au sucre de canne. Et en fait, quand je suis arrivé en France et que je vais à Leclerc et que j'achète mes pots de yaourt nature sucré, je voulais retrouver ce goût de yaourt aromatisé au sucre de canne. Sauf que là, c'était vraiment un yaourt nature sucré. Tu vois, c'était pas nature sucrée. C'était nature sucrée. C'était nature et un tout petit peu de sucre. Tu vois, un tout petit peu de sucre pour essayer de faire passer les choses, mais nature. Un yaourt nature sucré. Pas nature sucré, c'est un yaourt nature sucré. Puisqu'on parle de l'alimentation, vivre en France, c'est quelque chose qui a aussi changé mon rapport avec les Antilles. Parce que, comme beaucoup d'enfants, de jeunes Antillais, enfin, je ne vais pas parler pour tout le monde. Mais dans mon cas, je sais que, par exemple, moi, j'aimais bien les légumes pays. Les légumes pays, donc nous, ce qu'on appelle légumes pays, pour ceux qui sont pas entiers et qui regardent, c'est tout ce qui sont... ce sont des légumes, mais la plupart, ce sont pas des légumes. Ce sont soit des fruits, genre la banane, ce que vous appelez banane plantain, nous on appelle ça banane jaune. Et aussi plein de légumes qui du coup sont pas des légumes, mais sont des tubercules. C'est ça, tubercules, les choses qui poussent dans la terre. Donc tout ce qui est igname, dachine, couche-couche, etc. Tout ça, et moi j'aimais bien ça, mais comme c'était là tout le temps, en fait j'avais pris ça pour acquis. En fait, c'était ma norme. Encore une fois, on revient à ce rapport avec la norme. On va être samedi, etc. Maman va faire à manger. Je vais soulever le faitout. À tous les coups, je vais tomber sur des légumes pays. Je vais tomber sur des bananes jaunes. Je vais tomber sur des choses comme ça. Donc, vas-y. Et quand tu arrives en France et que tu n'as plus ça, tu peux soulever le faitout comme tu veux. Il n'y aura pas de dachine. Tu peux soulever le faitout comme tu veux. Il n'y aura pas d'igname. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à chercher comment te procurer ces choses. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'aimais les Antilles. Voilà, moi qui ai voulu quitter les Antilles pendant tellement de temps, qui voulais qui voulait quitter les Antilles dès la fin du collège. Maintenant, je commence à apprécier les Antilles une fois que je n'y suis plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi en fait le même schéma, c'est-à-dire que on a pris conscience de la chance qu'on avait une fois qu'on n'y était plus. Il y a plein de traditions, d'éléments de la culture antillaise que je ne savourais pas quand j'étais aux Antilles, alors que c'est là leur place, et que je savoure maintenant, alors que je n'y suis plus. Par exemple, je sais que maintenant, depuis que je vis en France, quand approche la fin de l'année, et que je suis chez moi, par exemple, en train de faire le ménage, je vais mettre des cantiques. Je vais mettre des chantées Noël. Alors qu'en Martinique, quand je vivais en Martinique, jamais je n'écoutais de cantiques de mon propre chef.
Parce que à tous les coups, tu vas aller dans un supermarché, il y aura les cantiques qui vont jouer. Tu vas mettre la radio, il y aura des cantiques, il y aura... Les gens vont faire des cantiques. Donc pourquoi je vais rajouter ça? Sauf que maintenant, quand je vais à Leclerc, quand je descends au Leclerc en bas de chez moi, il n'y a pas de cantique. Quand je suis dans le bus ou dans le tram, il n'y a pas de cantique. En fait, tous ces petits trucs que tu as et en fait qui font ta culture, finalement, une fois qu'on te les enlève, tu te rends compte que tu en as besoin. Tu te rends compte que c'est des choses qui, mine de rien, t'ont nourri et dont tu as besoin. Et une fois que tu les as plus, en fait, tu vas chercher à les recréer. C'est pour ça que les Antillais, quand ils sont en France, ils vont chercher à savoir où se situe l'épicerie exotique. Où est-ce qu'il y a l'épicerie où je pourrais acheter ma banane jaune, mon piment, mon bon d'amanjac, mon piment végétarien, ma pâte de Colombo. Où sont les soirées où je pourrais retrouver le reste de la communauté antillaise? Où sont les chantés Noël sur Paris? Moi qui n'allais jamais dans les chantés Noël, où sont les chantés Noël? Le dernier point que je vais aborder sur cette partie, sur mon rapport du coup avec les Antilles après être venu en France, c'est le rapport avec la famille. Encore une fois, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, puisque quand tu es en Martinique, tu vis avec ta famille tout le temps, tu les vois tout le temps. Et une fois que tu arrives en France et que tu ne peux plus voir ta famille, ça fait quelque chose. Ça fait vraiment quelque chose, d'autant plus quand tu es scolarisé et que tu te retrouves dans des classes avec des étudiants et au moment du week-end, tu as la majorité des étudiants, soit tu en as qui vivent encore chez leurs parents et du coup, tous les soirs, ils voient leurs parents, ou alors ils vivent pas dans la même ville que leurs parents, ou ils rentrent tous les week-ends pour voir leurs parents. Des fois, tu en as qui se plaignaient que ça coûtait trop cher de rentrer tous les week-ends. Du coup, ils pouvaient voir leurs parents qu'un seul week-end par mois. Et nous, les Antillais, on est à côté en mode ok, mais un week-end par mois, c'est déjà beaucoup. Ce qui est le plus commun quand tu es Antillais et que tu viens pour t'installer, c'est qu'en général, tu fais toute ton année scolaire et que tu rentres faire l'été aux Antilles. Sauf que l'été, il y en a un seul dans l'année. C'est-à-dire que tu dois faire 10 mois dans l'année sans voir tes parents. Sachant que la plupart du temps, c'est la première fois où tu as une coupure avec eux. Puisque avant, du coup, tu vivais chez tes parents. Et là, du jour au lendemain, tu passes de vivre à tes parents tous les jours à ne pas les voir pendant 10 mois. Je voulais terminer ce podcast, du coup, cet épisode de On parle pas trop, avec mes conseils, mes modestes conseils par rapport à mon expérience et ce que j'ai vécu. Alors moi, le premier conseil que je pourrais vous donner, mais c'est plus compliqué à appliquer, mais c'est un conseil que vous devriez suivre. Ne suivez pas vos amis. N'allez pas, si vous allez en France parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a une formation qui vous intéresse, allez-y pour ça. Ne faites pas comme moi. Moi, je sais que je suis allé en France parce que tout mon cercle social, enfin la majorité de mon cercle social, se retrouvait en France et que je me serais retrouvé pratiquement tout seul en Martinique. Je me serais retrouvé avec 10%, 20% des gens que je connais, et comme je connais pas beaucoup de personnes, ça fait pas beaucoup. Les gens auraient eu marre de me voir. Et du coup, partir en France, pour moi, c'était vraiment obligatoire. Au final, je me suis retrouvé à faire une formation qui me plaisait pas. Tout ça pour, en plus, me retrouver dans une ville où je ne connaissais personne, puisque je suis arrivé à Nancy. Donc, au final, j'ai suivi, entre guillemets, mes amis, parce que tous mes amis étaient en France. Mais je me retrouve en France où finalement le seul contact que j'avais avec mes amis, c'était un groupe WhatsApp. Puisque, ok, on est tous en France, mais t'en as qui sont à Montpellier, t'en as qui sont à Lille, t'en as qui sont en Île-de-France. Moi, je suis à Nancy. Donc, ok, on est tous en France, mais après, on n'est pas dans une colocation. Le week-end, on va pas aller faire de l'acrobranche. Chacun a sa vie, en fait. Donc, ça sert à rien de partir en France parce que la majorité de ton entourage part en France. La plupart du temps, votre seul moyen de contact, ce sera un groupe WhatsApp et c'est très bien comme ça. Sauf que le groupe WhatsApp, tu peux parler avec eux depuis la Martinique. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur mon deuxième conseil qui est de prendre son temps. Moi, je sais que je suis un peu parti à la va-vite. Comme je vous ai dit, je suis arrivé en France, j'avais personne pour m'installer, mais bon, ça c'était un choix personnel. Je ne savais pas dans quelle ville j'allais arriver. Donc, j'ai fini par atterrir dans une ville où je me suis senti bien, etc. Dans un logement où je me sentais bien. Mais ça aurait pu pas du tout se passer comme ça. Vu la vitesse à laquelle j'ai enchaîné mes décisions,
je ne connaissais pas la ville, je ne savais même pas où elle était localisée vraiment, je n'avais jamais visité le logement. Et donc, prenez vraiment votre temps. Ne faites pas les choses à la va-vite pour arriver au plus vite en France. Et de la même façon, maintenant, quand je regarde, par exemple, des stories de mes amis qui, eux, sont restés en Martinique, peut-être que ça a pris plus de temps de trouver son indépendance, voilà, de trouver son rythme en s'éloignant du foyer familial. Mais maintenant qu'ils l'ont trouvé, excusez-moi, ils ont l'air de le vivre très bien. Voilà, donc mon conseil serait vraiment de prendre votre temps. Si la formation que vous voulez suivre, si le cursus que vous voulez suivre existe chez vous ou dans le bassin caribéen, antillais, guyanais, restez là. Restez là. Je pense qu'il faut qu'on déconstruise ce truc de on a à tout prix besoin de partir. On n'a pas à tout prix besoin de partir. On peut rester chez nous. Il y a des choses qui existent chez nous. La France n'est pas forcément un Eldorado. Elle peut être un Eldorado, comme la France peut devenir une prison. Il y a la possibilité de rester chez nous, quand je dis chez nous, c'est sur le territoire sur lequel vous avez grandi. Il y a la possibilité de rester là et de faire ses études là, de bâtir sa vie là-bas. Mais je pense quand même que c'est important d'aller voir l'autre, d'aller voir comment ça se passe ailleurs, d'aller voir autre chose. Et justement, cette autre chose, ce n'est pas obligé d'être la France. Voilà, je voulais terminer par ça. La France n'est pas forcément l'Eldorado pour les Antillais. Les Antilles peuvent être l'Eldorado des Antillais. Donc oui, je pense que c'est important de voir ailleurs, que ce soit pour l'ouverture d'esprit, même pour découvrir d'autres choses, découvrir d'autres cultures. Moi, je sais que vivre en France, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur plein de choses, mais pas seulement. Parce que je sais, avant de venir en France, j'ai voyagé un peu aux États-Unis, au Canada. Canada, pays magnifique, sûrement l'un des meilleurs pays, que ce soit pour les paysages, la nature et la mentalité des gens. J'ai l'impression qu'au Canada, je vais donner une calotte à quelqu'un, c'est la personne qui va s'excuser. Donc ouais, c'est important d'aller voir autre chose, mais autre chose, ce n'est pas forcément la France. Voilà, en tant qu'Antillais, je pense que maintenant, on a les ressources et les moyens de se rendre dans d'autres territoires déjà, des Antilles, des petites Antilles, des grandes Antilles. Il y a l'Amérique latine, où on peut voir une autre culture que la nôtre. Il y a l'Amérique du Nord, où on peut voir une autre culture que la nôtre. Le Canada, il y a l'Afrique, où on peut voir une autre culture que la nôtre. Il y a d'autres pays d'Europe où on peut voir une autre culture que la nôtre. Donc je pense qu'il faut qu'en tant qu'Antillais, on arrête de voir la France hexagonale comme le seul Eldorado possible et la seule perspective d'évolution et d'agrandissement personnel. Je ne sais pas si cette phrase était française, mais dans ma tête, elle avait du sens. Et il est actuellement 1h30 du matin. J'ai commencé à enregistrer à minuit. Je suis content parce qu'à la base, j'avais la flemme. Finalement, j'ai plus eu la flemme. Et je pense que je me suis pas mal débrouillé pour un gars en pyjama, sans barbe et sans contour. À tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je ne vais pas vous demander de commenter des cerises. Je ne vais pas vous demander de commenter quoi que ce soit. Je vais juste vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. J'ai trop aimé enregistrer en pyjama. Je pense que ça va rester. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire les épisodes du podcast en pyjama. Je crois qu'on tient un truc. On tient un truc. Le petit pyjama pour le podcast, j'aime beaucoup. Donc, si vous avez écouté ça en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez écouté en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie plein de bonnes vibes pour le reste de votre semaine, si c'est le début de semaine. Et si on est en fin de semaine, bon courage pour la semaine qui arrive. Salut. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. C'est tout.